Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, chapitre 4. L'épaule d'Athos, le baudrier de Porthos et le mouchoir d'Aramis. C'est le chapitre dans lequel D'Artagnan va rencontrer les Trois Mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis. Et on va voir de quelle manière. D'Artagnan, furieux, avait traversé l'antichambre en 3 bonds et s'élançait sur l'escalier dont il comptait descendre les degrés, les marches, 4 à 4. Lorsque, emporté par sa course, il alla donner tête baissée dans un mousquetaire qui sortait de chez M. de Tréville par une porte de dégagement, et le heurtant du front à l'épaule, lui fit pousser un cri ou plutôt un hurlement. « Excusez-moi, dit D'Artagnan, essayant de reprendre sa course. « Excusez-moi, mais je suis pressé. » À peine avait-il descendu le premier escalier qu'un poignet de fer le saisit par son écharpe et l'arrêta. « Vous êtes pressé !» s'écria le mousquetaire, pâle comme un linceul. Vous savez, un linceul, c'est un linge qui entoure les morts. Sous ce prétexte, vous me heurtez, vous dites « Excusez-moi » et vous croyez que cela suffit ? Pas tout à fait, mon jeune homme. Croyez-vous, parce que vous avez entendu M. de Tréville nous parler un peu cavalièrement aujourd'hui, que l'on peut nous traiter comme il nous parle ? Détrompez-vous, mon compagnon. Vous n'êtes pas M. de Tréville, vous. Ma foi, répliqua D'Artagnan, qui reconnut Athos, lequel, après le pansement opéré par le docteur, regagnait son appartement. Ma foi, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai dit « Excusez-moi », il me semble donc que c'est assez. Je vous répète cependant, et cette fois, c'est trop peut-être, parole d'honneur, je suis pressé, très pressé. Lâchez-moi donc, je vous prie, et laissez-moi aller où j'ai affaire. Monsieur, dit Athos en le lâchant, vous n'êtes pas poli. On voit que vous venez de loin. Ça, c'est insultant. Hein. Il est en train de lui dire on voit que vous êtes nouveau à la cour et que vous n'avez pas les codes. D'Artagnan avait déjà enjambé 3 ou 4 degrés, 3 ou 4 marches, mais à la remarque d'Athos, il s'arrêta net. Le texte dit il s'arrêta court. Morbleu, monsieur, dit-il, de si loin que je vienne, ce n'est pas vous qui me donnerez une leçon de belle manière, je vous préviens. Peut-être, dit Athos. Ah, si je n'étais pas si pressé, s'écria D'Artagnan. Et si je ne courais pas après quelqu'un ? Monsieur l'homme pressé, vous me trouverez sans courir, moi, entendez-vous ? Et où cela, s'il vous plaît ? Près des Carmes des Chaux. À quelle heure ? Vers midi. Vers midi ? C'est bien, j'y serai. Tâchez de ne pas me faire attendre, car à 12:15, je vous préviens que c'est moi qui courrai après vous, et vous couperai les oreilles à la course. Bon, lui cria D'Artagnan, on y sera à 12:10. Ils viennent de se fixer un rendez-vous pour faire un duel à l'épée. Et il se mit à courir comme si le diable l'emportait, espérant retrouver encore son inconnu, que son pas tranquille ne devait pas avoir conduit bien loin. Mais à la porte de la rue causait Porthos, avec un soldat aux gardes. Entre les deux causeurs, il y avait juste l'espace d'un homme. D'Artagnan crut que cet espace lui suffirait, et il s'élança pour passer comme une flèche entre deux. Mais D'Artagnan avait compté sans le vent. Comme il allait passer, le vent s'engouffra dans le long manteau de Porthos, et D'Artagnan vint donner droit dans le manteau. Sans doute, Porthos avait des raisons de ne pas abandonner cette partie essentielle de son vêtement, car au lieu de laisser aller le pan qu'il tenait, c'est-à-dire de le retirer, il tira à lui, de sorte que D'Artagnan s'enroula dans le velours du manteau par un mouvement de rotation qu'explique la résistance de l'obstiné Porthos. D'Artagnan, entendant jurer le mousquetaire, jurer c'est dire des gros mots, voulut sortir de dessous le manteau qui l'aveuglait et cherchant son chemin dans le pli. Il redoutait surtout d'avoir porté atteinte à la fraîcheur du magnifique baudrier que nous connaissons. Mais en ouvrant timidement les yeux, il se trouva le nez collé entre les 2 épaules de Porthos, c'est-à-dire précisément sur le baudrier. Hélas, comme la plupart des choses de ce monde, qui n'ont pour elles que l'apparence, le baudrier était d'or par devant et de simples buffles par derrière.
Porthos, en vrai glorieux qu'il était, en vrai vaniteux qu'il était, ne pouvant avoir un baudrier d'or tout entier, en avait au moins la moitié. On comprenait dès lors la nécessité du rhume et l'urgence du manteau. Il faut cacher avec le manteau le fait que derrière le baudrier, il n'est pas en or. Il ne faut pas que les gens le sachent. « Vertu bleue !» s'écria Porthos, faisant tous ses efforts pour se débarrasser de D'Artagnan qui lui grouillait dans le dos. « Vous êtes donc enragé de vous jeter comme cela sur les gens ?»« Excusez-moi, dit D'Artagnan en reparaissant sous l'épaule du géant, mais je suis très pressé. Je cours après quelqu'un et... »« Est-ce que vous oubliez vos yeux quand vous courez par hasard ?» demanda Porthos. « Non, répondit D'Artagnan piqué, c'est-à-dire vexé. « Non, et grâce à mes yeux, je vois même ce que ne voient pas les autres. Ouh là là. Ouh là 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 là, le truc à pas dire. » Porthos comprit, ou ne comprit pas. Toujours est-il que, se laissant aller à sa colère, « Monsieur, dit-il, vous vous ferez étriller, je vous en préviens, si vous vous frottez ainsi aux mousquetaires. »« Étriller, monsieur, dit D'Artagnan, le mot est dur. C'est celui qui convient à un homme habitué à regarder en face ses ennemis. » Ah là là, D'Artagnan va le provoquer de nouveau. « Ah, pardieu, je sais bien que vous ne tournez pas le dos au vôtre, vous. » Il est en train de lui dire pour la deuxième fois qu'il a bien vu que il risquait pas de leur tourner le dos, parce que s'il leur tournait le dos, tout le monde verrait que son baudrier n'est pas en or derrière. Et le jeune homme, enchanté de son espièglerie, de sa petite plaisanterie, s'éloigna en riant à gorge déployée. Oh ! Porthos écuma de rage et fit un mouvement pour se précipiter sur D'Artagnan. « Plus tard, lui cria celui-ci, quand vous n'aurez plus votre manteau. À 1h donc, derrière le Luxembourg. » Très bien, à 1h, répondit D'Artagnan en tournant à l'angle de la rue. Deuxième duel programmé, cette fois avec Porthos à 1h. Mais ni dans la rue qu'il venait de parcourir, ni dans celle qu'il embrassait maintenant du regard, il ne vit personne. Si doucement qu'eût marché l'inconnu, il avait gagné du chemin. Peut-être aussi était-il entré dans quelque maison. D'Artagnan s'informa de lui avec tous ceux qu'il rencontra, descendit jusqu'au Bacre, monta par la rue de Seine et la Croix-Rouge, mais rien, absolument rien. Cependant, cette course lui fut profitable en ce sens qu'à mesure que la sueur inondait son front, son cœur se refroidissait, c'est-à-dire que sa colère retombait. Il se mit alors à réfléchir sur les événements qui venaient de se passer. Ils étaient nombreux et néfastes. Il était 11h du matin à peine, et déjà la matinée lui avait apporté la disgrâce de M. de Tréville, qui ne pouvait manquer de trouver un peu cavalière la façon dont D'Artagnan l'avait quitté. Cavalière, ça veut dire pas très poli. En outre, il avait ramassé 2 bons duels avec 2 hommes capables de tuer chacun 3 D'Artagnan, avec 2 mousquetaires enfin, c'est-à-dire avec 2 de ces êtres qu'il estimait si forts et qu'il les mettait dans sa pensée et dans son cœur au-dessus de tous les autres hommes. La conjoncture était triste. Sûr d'être tué par Athos, on comprend que le jeune homme ne s'inquiétait pas beaucoup de Porthos. Pourtant, comme l'espérance est la dernière chose qui s'éteint dans le cœur de l'homme, il en arriva à espérer qu'il pourrait survivre, avec des blessures terribles, bien entendu, à ces 2 duels. Et en cas de survivance, il se fit pour l'avenir les réprimandes suivantes. « Quel écervelé je fais, et quel butor je suis. Ce brave et malheureux Athos était blessé juste à l'épaule contre laquelle je m'en vais, moi, donner de la tête comme un bélier. La seule chose qui m'étonne, c'est qu'il ne m'ait pas tué roide, c'est-à-dire raide directement. Il en avait le droit, et la douleur que j'ai dû lui causer a dû être atroce. Quant à Porthos... quant à Porthos, ma foi, c'est plus drôle. » Et malgré lui, le jeune homme se mit à rire, tout en regardant néanmoins si ce rire isolé et sans cause aux yeux de ceux qui le voyaient rire n'allait pas blesser quelques passants. Quant à Porthos, c'est plus drôle. Mais je n'en suis pas moins un misérable étourdi. Se jette-t-on ainsi sur les gens sans dire gare, c'est-à-dire attention? Non. Et va-t-on leur regarder sous le manteau pour y voir ce qui n'y est pas? Il me pardonnait bien certainement. Il m'eût pardonné si je n'eusse pas été lui parler de ce maudit boudrier. À mots couverts, c'est-à-dire de manière un peu déguisée. C'est vrai. Oui, couvert joliment. Ah, maudit Gaston que je suis. Je ferai de l'esprit dans la poêle à frire.
Les Gascons, c'est-à-dire ceux qui viennent de Gascogne, du Pays Basque et des Pyrénées, ont une réputation d'être très fiers et aussi très têtus. Allons, D'Artagnan, mon ami, continua-t-il, se parlant à lui-même avec toute l'aménité qu'il croyait se devoir. Si tu en réchappes, ce qui n'est pas probable, il s'agit d'être à l'avenir d'une politesse parfaite. Désormais, il faut qu'on l'admire, qu'on t'admire, qu'on te cite comme modèle. Être prévenant et poli, ce n'est pas être lâche. Regardez plutôt Aramis. Aramis, c'est la douceur, c'est la grâce en personne. Eh bien, personne s'est-il jamais avisé de dire qu'Aramis était un lâche? Non, bien certainement. Et désormais, je veux en tout point me modeler sur lui. Ah, justement, le voici. Nous nous arrêtons là dans notre lecture, mais je vous apprends, chers enfants, ou chers adultes d'ailleurs, qui écoutez cette lecture, qu'il va récolter un troisième duel contre Aramis, parce qu'il va malheureusement faire une maladresse qui va beaucoup fâcher Aramis. Allez, nous vous laissons poursuivre seuls cette belle lecture, les Trois Mousquetaires.